bienvenue à tous, bienvenue à tous. On est heureux de vous avoir avec nous. Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres et les ministres d'État, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs-présidents de hautes écoles, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'université, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. Au nom de tous les membres de la communauté universitaire, je suis très heureux de vous accueillir pour ouvrir une nouvelle année académique qui s'annonce riche en projets nouveaux. Vous venez de très nombreux horizons. Vous œuvrez dans des mouvements associatifs, dans des entreprises, dans l'enseignement, dans le secteur médical, dans le champ politique, économique ou social. Et votre présence témoigne de votre intérêt pour notre université, mais aussi de la nécessité pour le monde universitaire d'être un partenaire engagé avec tous les acteurs qui contribuent à dessiner dans notre région, dans notre communauté, dans notre pays, un avenir commun. Avec vous, je souhaite d'abord honorer la mémoire des membres de la communauté universitaire qui nous ont quittés cette année. Chaque décès est pour nous un deuil. Et je vous invite à vous lever un instant pour observer une minute de silence en leur mémoire. De nombreux membres du personnel administratif et technique ont été admis à la retraite cette année. Vous en trouverez la liste dernier mois. En outre, les professeurs suivants ont été admis à l'éméritat et plusieurs d'entre eux se trouvent dans cette salle. À la faculté de droit et de criminologie, Pierre-Paul Van Heugten qui termine aussi son mandat de doyen. À la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Pierre Roman, Alain Reyniers, Isabelle Yepes. À la faculté de philosophie, arts et lettres, Michel Francard, Jean-Claude Alluègue et Marie-Pierre Maillard. À la Louvain School of Management, Dominique Elbois. À la faculté de médecine et médecine dentaire, Françoise Bontemps, Bernard Châtelain, Philippe Declout, Christian Deloy, George Lawson, Alain Mayné, Michel Niquez, Régnier Hopsommer, Christiane Reinhardt et Jean-Pierre Van Nieuwenhuizen. À la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme, Dominique Marais, Monique Novice. À la faculté des sciences, Thierry Delbar et Yves-Jacques Schneider. À cette liste, j'ajoute le nom de Jacques Melin, qui termine aussi son mandat de vice-recteur au secteur des sciences de la santé. J'aimerais lui dire, et il est avec nous ce soir, publiquement, en mon nom et en celui des membres du conseil rectoral,
toute notre reconnaissance pour son action efficace et pleine de sensibilité au sein des cliniques et du secteur de la santé. Nous souhaitons aussi la bienvenue à son successeur, le professeur Frédéric Housseau, nouveau vice-recteur qui a accepté la responsabilité de guider son secteur, le secteur de la santé, dans un contexte plein de défis. Très chers et très chers collègues, vous avez accompagné, parfois pendant plus de 40 ans, des générations d'étudiantes, d'étudiants et de chercheurs. Notre université vous est, et je m'adresse à vous tous, infiniment reconnaissante de votre engagement au service de notre projet collectif. Je tiens à vous témoigner toute la reconnaissance de l'Université catholique de Louvain. Et je souhaite aussi dire publiquement la reconnaissance de l'UCL à Philippe Mechtat, qui a quitté la présidence de l'ARES il y a de ça maintenant quelques semaines. Pendant 3 ans, Philippe Mechtat s'est mis au service de l'enseignement supérieur avec dévouement, à l'écoute de tous les acteurs et avec la volonté permanente de trouver le chemin du juste compromis, en particulier dans les moments de tension. Toutes et tous, nous vous remercions pour votre engagement et puisque vous êtes nombreux dans cette salle, je vous propose de tous les applaudir. L'année que nous laissons derrière nous a été riche en réalisations et en événements, et on le verra dans un instant dans une petite vidéo. Cette séance académique, c'est aussi l'occasion de mettre en évidence quelques-unes des initiatives de l'année écoulée et qui illustrent la diversité, la créativité et l'engagement dont font preuve nos étudiantes, nos étudiants et nos chercheurs. Aussi, j'invite à me rejoindre sur scène Chloé Branders, Sam Vinquier, Jérôme Duisy et Laurine Anselmo. Ah ben voilà, ils me rejoignent sur scène. Alors Chloé d'abord, Chloé Branders, vous êtes assistante et chercheuse en criminologie et en collaboration avec la compagnie Buissonnière, vous êtes à l'initiative d'un programme qui s'intitule Inside Out, dans lequel des étudiants accompagnent des détenus dans la construction d'une pièce de théâtre. Votre projet est soutenu par le Fonds de développement pédagogique de l'UCL et la pièce de théâtre a été jouée cette année le 31 mars à la prison d'Andel et ensuite à l'UCL, avec la collaboration d'acteurs détenus. Alors c'est une expérience très particulière et je suis heureux de vous avoir avec nous, vous allez pouvoir en dire quelques mots. En particulier, je veux savoir comment cette expérience a été vécue par les détenus qui sont, comme on en a discuté entre nous, majoritairement masculins à la prison d'Andenne, c'est-à-dire qu'ils sont pour des peines de plus de 3 ans, et puis les étudiants qui sont d'ailleurs plutôt des étudiantes et avec qui ils mettent en place une pièce de théâtre. Comment cette expérience a-t-elle été vécue ? Merci. Mais donc, évidemment, le projet est inscrit dans une pédagogie qu'on dit expérientielle. Donc, l'idée, c'est de vraiment permettre aux étudiants de faire l'expérience de la prison. Donc, à un milieu qui, habituellement, ils étudient plutôt dans leur syllabus. Et là, pour le coup, ils ont l'occasion vraiment d'aller à la rencontre de cette réalité-là. Et les détenus, ils le vivent aussi très bien. Ils sont très contents. Ça fait déjà 3 ans qu'on mène le projet et ils sont demandeurs de continuer. Pour eux, ils disent que c'est une sorte aussi d'évasion, de pouvoir avoir comme ça une porte, une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Deuxième intervenant, Sam Vinquier, un tout autre sujet. Après une formation initiale en Flandre, vous avez décidé de poursuivre vos études à l'UCL en sciences de la motricité. Et vous êtes le fondateur de la société Bicycled.be, qui est un peu, comme vous l'avez dit, un eBay pour vélo. Vous avez été distingué cette année par le prix Student Entrepreneur of the Year, soutenu entre autres par l'Agence pour l'entreprise et l'innovation. Alors, à l'UCL, vous avez comme une vingtaine d'autres étudiants le statut d'étudiant entrepreneur qui tente de vous aider aussi à pouvoir développer ces initiatives. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience d'entrepreneur tout en étant étudiant à l'UCL ? Avec les statuts, j'ai pu faire un aménagement de mes cours. Ici à l'UCL, j'ai eu de la compréhension extra des profs que je ne pouvais pas être au cours à chaque fois.
quand même de temps en temps aller au cours, tout de même. Oui, Oui, de temps en temps, j'essaie. Ouais. Mais en tout cas, en faisant ça, j'ai pu continuer mes études à côté de mes activités professionnelles, et c'est ça que je voulais. Je voulais avoir absolument mon diplôme, mais aussi réussir au niveau professionnel. Merci beaucoup. Et je passe alors à un couple maintenant. Jérôme Duisy, vous êtes assistant en chirurgie, et Laurine Anselmo, vous êtes infirmière pédiatrique, tous les deux aux cliniques Saint-Luc. Et alors, en collaboration avec deux quota projets, le quota projet Pédiacote et le Côte Libellule, vous avez coordonné la mise en place de ce qu'on appelle la clinique des nounours. La clinique des nounours qui consiste à opérer avec un enfant, un nounours, pour dédramatiser la clinique. Alors, la clinique des nounours accueille chaque année pratiquement 1 millier d'enfants, et par ailleurs, ils viennent souvent avec leur classe, mais aussi 300 bénévoles. Alors, Jérôme, vous qui allez devenir chirurgien dans quelques mois, parce que vous allez défendre votre thèse prochainement, les enfants, eux, ils deviennent nounoursologues. Comment est-ce qu'ils vivent ça, et est-ce que ça marche, ça? Est-ce que les enfants, en opérant leur nounours, dédramatisent la clinique? Merci, monsieur le recteur. Oui, en fait, tout à fait, puisqu'ils s'approprient véritablement un rapport de santé via le parcours qu'on leur offre d'un hôpital miniature reconstitué, et à travers le parcours de leur nounours, qui est finalement comme un enfant et eux les parents, génère une approche finalement qui est pédagogique et un rapport de déterminisation par rapport au parcours de santé qu'ils peuvent connaître par la suite. Et on a d'excellents retours à ce niveau-ci, des enfants qui ont fait l'expérience de la clinique des nounours dans leur rapport à l'hôpital ultérieur. Et vous me disiez aussi que ceux qui encadrent les enfants, c'est aussi une source d'apprentissage pour eux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est l'originalité du CELS, parce qu'on a d'autres éditions qui existent dans d'autres pays. Et c'est le fait d'apporter une pédagogie aussi pour les étudiants en formation, et donc apprendre via une combinaison avec des professionnels de santé et des étudiants de toutes les filières finalement qu'on représente sur l'UCL à Woluwe, et d'avoir un partage et d'outils vraiment pédagogiques qui peuvent aussi imprimer dans leur exercice futur de soignant. Merci beaucoup. Et alors on fait aussi à l'UCL du sport. Aussi, j'invite maintenant sur scène aussi les étudiantes et les étudiants à nous rejoindre sur scène, membres UCL des équipes nationales de hockey, les Red Lions et les Red Panthers. Alors on va voir s'ils sont là. Les Red Lions et les Red Panthers qui sont médaillés d'argent. Alors, ils nous ont fait vibrer cet été, puisque tous ces étudiants de l'UCL faisaient partie des équipes nationales qui ont remporté tous la médaille d'argent au championnat européen de hockey. Alors, Anouk Raas, vous êtes capitaine des Red Panthers, les Panthères rouges. Quelle magnifique aventure comme étudiant, comme sportif. Quelle aventure aussi, quel plaisir vous avez offert à toute la communauté cet été. Ce médaille d'argent, c'est formidable. Vous étudiez les gestions des ressources humaines, et vous allez défendre votre mémoire cette année-ci sur le leadership féminin. Alors j'imagine que en étant capitaine des équipes des Red Panthers, ça va vous aider, hein. Il faut vraiment parvenir à concilier cet enjeu pour vous tous, puisque pour beaucoup d'entre vous, et vous avez bien gentiment déplacé votre entraînement qui avait lieu normalement à l'instant où nous avons cette séance, les déplacer ce matin pour pouvoir être présente. Mais vous me disiez, c'est plus de 2 jours complets d'entraînement, plus une demi-journée, c'est semi-professionnel. Comment est-ce que vous vivez cette conjonction, cette combinaison entre des études et du hockey à un niveau international ? Voilà, je pense que c'est pas toujours aussi facile, mais avec l'université qui nous donne les moyens aussi de le faire, ça en devient beaucoup plus serein. Et je pense qu'ici, on est beaucoup à vouloir remercier l'université et tous les professeurs qui arrivent justement à nous permettre de continuer le sport qu'on aime pratiquer et continuer nos études sereinement. Donc voilà, je pense que c'est pas si facile, mais c'est un sport qui est pratiqué avec autant d'acharnement. Je pense que c'est une école de vie aussi, ça nous apprend à gérer notre temps, gérer notre stress, et il y a tout le côté humain aussi, autre que le côté sportif. Et voilà, donc je pense que c'est très enrichissant, et merci à vous en tout cas. Très bien. Alors, une rentrée académique comme celle-ci, ça se prépare.
Une partie de la préparation pour moi, ça a été de rencontrer tous ceux qui sont sur scène maintenant, soit visuellement ou bien par téléphone. Et je dois dire que c'était la partie la plus agréable de la préparation. Quand vous rencontrez ceux que je viens de vous présenter, vous avez le sentiment quand même que l'avenir est en de bonnes mains et que là où parfois les nouvelles sont un peu moroses, il y a du souffle, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme et tout ça augure de très belles perspectives pour tous dans le futur. Merci à tous et je vous propose encore de tous les applaudir. Une économie relocalisée, c'est non seulement une économie plus solide, c'est aussi une économie plus écologique, plus éthique. Il y avait des littéraires, évidemment, il y avait des humanistes, sociologues, Sciences Po, etc. Des idées innovantes pour mieux vivre demain. Que partout dans le monde, les gens souhaitent vivre sous la démocratie.
cellule, comment est-ce que ces molécules interagissent au sein de cellules, comment ces cellules se mettent ensemble pour... UCL et Saint-Louis ont décidé de fusionner en créant une nouvelle entité, UC Louvain. Monsieur le cardinal, mes seigneurs, mesdames et messieurs les ministres, excellences, messieurs les bourgmestres, messieurs les recteurs, les représentants, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers amis, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette nouvelle année académique, un début d'année qui est toujours un bon moment pour faire le point sur les principaux dossiers qui concernent de près notre université, et ils sont plutôt nombreux cette année-ci, avec évidemment la perspective de notre fusion avec l'Université Saint-Louis. Alors, arriver à cette décision de fusion, c'est d'abord le fruit d'un processus de conviction qui a été créé dans nos deux communautés quant à la nécessité, pour ne pas dire l'évidence, de ce projet. C'est un processus dont l'initiative et le mérite appartiennent évidemment aux équipes dirigeantes, mais je pense que cette décision, c'est avant tout le résultat de nombreux échanges et de débats internes. Et c'est assez logique. Le monde universitaire, ça n'est pas le lieu d'un environnement managérial unidirectionnel où le ton est donné uniquement du sommet. Ça ne marche pas comme ça. Dans un tissu universitaire riche, complexe, les impulsions viennent aussi de la base. Et c'est ce qui a nourri ces échanges à tous les niveaux, pour in fine forger ce projet commun. Alors, certains ont cru voir dans cette dynamique une volonté de reconstitution de réseaux philosophiques hérités du passé. Notre objectif commun, et vous devez le savoir, est très différent. En effet, cette fusion, c'est le résultat d'une longue histoire commune de deux institutions qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Et ça a surtout créé les conditions nécessaires, communes, pour créer la confiance nécessaire pour s'engager dans un tel rapprochement, mais pas du tout les conditions de succès. Au-delà de cette confiance mutuelle, cette fusion, c'est d'abord le résultat d'une prise de conscience commune que pour se développer ensemble dans le paysage universitaire de demain, dont les prémices sont déjà très largement présentes aujourd'hui, il faut un certain périmètre. Et on le sait, les universités font face à des tendances lourdes, dont certaines sont très perceptibles aujourd'hui. Et elles sont nombreuses, mobilité géographique et professionnelle croissante des enseignants-chercheurs, des étudiants, flexibilité accrue des programmes, des parcours étudiants qui se personnalisent de plus en plus, des attentes de plus en plus élevées de la société à l'égard de l'université et des services que celle-ci peut lui rendre, l'impact de la digitalisation, notamment sur le fonctionnement de l'université, mais aussi sur l'organisation de l'enseignement et de la recherche, des attentes scientifiques élevées dans un monde de recherche de plus en plus mondialisé, et dans ce contexte, des exigences de professionnalisme accru pour le montage de projets de recherche pour donner accès au financement. Je peux continuer, la liste est longue. Et pour s'inscrire dans ces tendances, nos universités ont des atouts, mais elles ne les ont pas tous. Et ce qui nous intéresse dans cette fusion avec Saint-Louis, c'est que nos atouts sont souvent complémentaires. C'est aussi ça, l'intérêt de cette fusion, je pense, un processus d'enrichissement mutuel, respectueux de chacun, il suffit de lire nos textes fondateurs pour s'en rendre compte, ouvert, notamment à d'autres types de collaborations demain, de partenariats, et puis dont une grande partie reste encore à écrire, notamment par nos communautés. Et ces derniers mois nous ont montré combien l'enthousiasme était grand à cet égard, et dès lors je ne cache pas que ce serait pour nous une désillusion cruelle si le décret attendu pour organiser les effets de cette fusion, c'est-à-dire lui garantir une neutralité absolue, non seulement en termes de financement, mais aussi d'habilitation, mais aussi lui donner une date, une certitude juridique, devait ne pas venir. On aurait, je pense, difficile à le comprendre. Alors, en matière d'enseignement aussi, cette année sera importante. L'année d'abord qui vient de s'achever a vu aboutir plusieurs dossiers clés en matière d'éducation et de formation pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et il est assez significatif que ça touche en parallèle, et d'ailleurs de manière assez concertée, tant l'enseignement obligatoire que l'enseignement supérieur. C'est principalement le cas de ce qu'on a appelé le pacte pour l'enseignement d'excellence, qui a pu être, malgré les bouleversements politiques de ces derniers mois, a pu être mené à bien, en tout cas sur papier, et ses premières mesures financées. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça nous concerne à plus d'un titre. D'abord parce que la transition entre la fin du secondaire et le début de l'enseignement supérieur est un enjeu majeur si on veut augmenter le taux de diplomation des jeunes générations, et c'est un enjeu qui est beaucoup plus qu'économique. Mais aussi parce que notre université est directement concernée par ce projet, dans la mesure où elle a mis d'emblée son expertise scientifique à la disposition de ce projet. Nos enseignants, nos chercheurs y ont largement contribué. Et puis enfin, cette réforme de l'enseignement, de la maternelle à la fin du secondaire, ne pourra pleinement aboutir que si les maîtres qui interviennent dans cette nouvelle organisation des programmes ne soient eux aussi autrement formés. Alors c'est précisément l'objet d'un décret sur la formation initiale des enseignants. Et outre le fait qu'il allongera la durée de temps de formation des futurs instituteurs et professeurs, il verra aussi et surtout son organisation et cette formation fondamentalement repensée dans son organisation et dans ses contenus, puisque celle-ci associera dès le début du processus les universités et les hautes écoles, dès le départ des formations. Alors ça, c'est une véritable révolution pédagogique qui s'annonce en intégrant tous les types d'établissements dès le départ dans un projet commun de formation. Alors ce projet de décret n'a pas encore abouti, entre autres parce qu'il soulève évidemment des questions délicates sur le plan budgétaire, notamment au niveau de ses implications barémiques, mais aussi, et ça nous concerne peut-être plus, parce que les établissements qui s'associeront pour collaborer à cette nouvelle offre doivent pouvoir être assurés de le faire dans le respect de la liberté d'association qui nous est chère. Alors celle-ci est garantie par la Constitution, c'est évident, mais elle est aussi le gage d'une bonne réussite de ces réformes, qui pour nous ne pourront être vraiment pleinement mises en œuvre que si elles le sont avec des acteurs qui ont la volonté de pouvoir travailler ensemble sur base de projets communs ou à tout le moins cohérents, et ne pas se voir imposer des collaborations motivées par d'autres types de considérations, par exemple des questions strictement liées à la proximité géographique. Alors, quand on prend un peu de recul par rapport à tout cela, on voit que ce décret amène un défi important pour notre université de manière générale, qui doit, dans ce dossier comme dans d'autres, redéfinir des partenariats toujours plus nombreux avec les hautes écoles. Jusqu'il y a peu, hautes écoles et universités fonctionnaient dans des mondes assez parallèles, complémentaires, avec assez peu d'intersections. Et aujourd'hui, dans le cadre du décret paysage, et de manière assez heureuse d'ailleurs, ces types de collaborations sont multipliés, notamment au travers des codiplomations, mais pas uniquement. Et il nous appartient d'abord de constater ça, d'en faire avec elles l'analyse, de préférence de manière concertée, c'est ce que nous cherchons à faire, et de voir comment les particularités et les spécificités des uns et des autres peuvent être sans doute à la fois bien sûr totalement respectées, mais peut-être aussi mieux redéfinies. Et donc il nous appartiendra de travailler là-dessus dans le courant de l'année qui vient. Alors, cette année académique, c'est aussi une année importante sur le plan de la recherche. Il faut, on le sait, 3 ingrédients de base pour réussir une bonne politique de recherche: de l'argent, du temps et du talent. Pour la première citée, les financements de la recherche au niveau européen, national, communautaire, régional sont sous forte pression budgétaire de manière assez logique. Malgré cela, et c'est assez heureux, l'UCL continue de progresser dans tous les modes de financement qui sont basés sur une sélection transparente et compétitive. C'est notamment le cas au niveau européen, où nous augmentons nos parts de marché, je n'aime pas ce terme, dans le programme Horizon 2020, on vient de le voir évoqué tout à l'heure pour le programme ERC, notamment par rapport au programme pluriannuel antérieur. C'est à ce niveau qu'on a le plus progressé et c'est assez heureux. Alors bien sûr, ces résultats reflètent la qualité de nos chercheurs, c'est évident, mais aussi, je pense qu'ils sont le fruit d'un engagement croissant de notre administration de la recherche, qui, dans l'aide au montage de projets, exige un coaching de plus en plus spécifique qui est offert par cette administration. Et pour nous, cette aide au montage et à l'accompagnement des chercheurs, c'est une façon de préserver, de protéger du temps de recherche par rapport à des académiques qui sont soumis à une complexification accrue des procédures administratives, une augmentation régulière de leur charge d'enseignement, plus dans certaines disciplines que dans d'autres, et puis aussi pour nos académies cliniques, à des contraintes économiques et financières importantes dans les hôpitaux dans lesquels ils sont actifs. Alors, de bons chercheurs, il faut aussi les trouver. Et c'est l'objectif de la politique de recrutement de chercheurs talentueux à l'UCL, sur lequel nous mettons un accent particulier, qui est évidemment important en matière de recherche, c'est évident, mais aussi en matière d'enseignement. Parce que ce sont ces chercheurs qui sont aux frontières de la connaissance, qui sont sans doute le mieux à même de transmettre aux étudiants un vrai esprit critique, qui transcende la simple transmission de connaissances et qui fait de cette université ce qu'elle est. Pour le dire avec un certain clin d'œil,
Je pourrais dire on peut dire que pour une université comme la nôtre, la recherche est à l'enseignement ce que le péché est au confessionnal, en ce sens qu'il faut avoir assidûment pratiqué le premier pour avoir quelque chose d'intéressant à dire dans le second. Et c'est particulièrement vrai en matière de recherche, notamment, il y a beaucoup d'exemples de ça, mais je ne vais pas les livrer ici. Alors, une bonne recherche, en tout cas ses résultats, doivent aussi pouvoir se valoriser. Et cette année académique a permis de mettre en œuvre notamment la réforme du LTTO, le Louvain Technology Transfer Office, qui, grâce à une meilleure intégration de notre administration de la recherche et de la Sopartec, notre outil de valorisation, vise à amplifier les transferts de connaissances et de technologies vers la société en assistant des chercheurs qui ont un potentiel de valorisation validé avec un impact économique ou sociétal, que ce soit par la création de spin-off, par l'octroi de licences, de brevets, de projets collaboratifs, de partenariats avec des acteurs économiques de notre écosystème ou au-delà. Tout ça est vraiment important et on compte mettre l'accent là-dessus dans les mois qui viennent. Alors, toutes ces réalisations, je pense, ne doivent pas non plus occulter les menaces qui subsistent. Il y a bien sûr quelques bonnes nouvelles. Au niveau des financements de recherche fédéraux, le financement des pôles d'attraction universitaire, par exemple, qui a été transféré aux régions, comme promis, et le nouveau programme Excellence of Science, qui s'y substitue, va être mis en place à partir de 2018. Nous avons nos apaisements sur ce sujet et c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas vrai pour tout, loin s'en faut. On le voit, en matière de recherche fondamentale notamment, le financement du FNRS devient précaire. Ces taux de succès sont descendus cette année en dessous des 20%, ce qui historiquement est très très bas. Et il n'y a plus de financement pour de gros équipements, notamment depuis 4 ans, ce qui risque en tout cas pour nous de provoquer des décrochages de compétitivité au niveau international pour de gros labos qui sont concurrents sur le plan mondial, et c'est objectivement un souci. Au niveau de la région wallonne, on peut évidemment se réjouir de l'existence du plan Marshall, c'est une évidence. Mais celui-ci se focalise ses financements de recherche au travers des pôles de compétitivité vers des recherches appliquées qui ont un potentiel de valorisation prouvé à relativement court terme. Tout ça économiquement fait sens, mais quand on se limite à cela, ça signifie une certaine raréfaction des financements qui sont plus en amont de la chaîne de valorisation sur des thématiques plus risquées pour lesquelles le financement privé est très peu présent et qui font craindre un assèchement du pipeline de l'innovation et qui rend relativement improbable la perspective de voir émerger en région wallonne notamment de véritables innovations de rupture qui ont aussi un potentiel de valorisation et d'impact économique. Alors, l'université des prochaines années, c'est aussi l'université numérique. À l'UCL, notre transition vers l'université numérique a pris le parti de l'open, c'est-à-dire une approche d'ouverture, de collaboration, de partage de connaissances, soutenue par des technologies appropriées. Je pense que c'est assez cohérent avec notre projet d'ensemble, on l'a vu tout à l'heure. L'UCL va, notamment dans ce domaine, poursuivre son rôle de leader en matière de MOOCs, ces cours en ligne ouverts à tous, gratuits, qui ont permis en 4 ans d'être suivis par plus de 260 000 apprenants du monde entier, en tout cas de près de 200 pays différents. Mais ce qui donne du sens à ces cours en ligne, et la spécificité de l'UCL dans ce domaine, c'est de les intégrer dans les formations de base, dans les options d'un programme, dans les micromasters. Je pense que c'est ça qui fait aussi une spécificité d'intégrer le numérique dans les formations classiques. Alors, complémentairement aux MOOCs, le projet d'Open Education favorise aussi le développement et l'utilisation de ressources pédagogiques libres, c'est-à-dire avec des matériaux de formation qui sont librement distribués aux formateurs, aux étudiants, aux apprenants autodidactes du monde entier. Et dans ce domaine aussi, très prochainement, l'UCL va mettre sur pied une plateforme de ressources éducationnelles libres qui permettra à chacun d'y contribuer, mais aussi d'en bénéficier. On compte beaucoup sur les potentialités de cette plateforme. Alors, en matière de recherche aussi, l'université numérique incite et soutient l'open publication, c'est-à-dire la publication en accès libre, numérique, gratuit, avec des chercheurs qui sont aujourd'hui davantage incités à déposer leurs publications scientifiques en Green Open Access sur le dépôt institutionnel et en favorisant ainsi les résultats de la recherche à la communauté scientifique. C'est aussi un axe important de développement du numérique. Alors, cette évolution numérique, elle est extrêmement rapide, vous vous en rendez bien compte, elle impacte tout le monde, nos modes de fonctionnement, nos étudiants, nos chercheurs, nos académiques, notre personnel administratif et technique. Mais de manière plus holistique, si on y prend un peu de recul, on voit que cette omniprésence du numérique appelle aussi une réflexion qui dépasse le cadre purement technologique. Et les enjeux qu'il pose sont multiples, à la fois environnemental, économique, social, culturel, politique. Et c'est précisément la raison pour laquelle cette année Louvain 2017-2018 aura pour thème les mondes numériques. Il s'agira pour nous de susciter le débat et la réflexion autour du numérique, porter un regard critique, réflexif sur le numérique, les enjeux sociétaux qu'il pose, ceux que je viens de citer, mais aussi sur nos propres pratiques numériques, leurs risques, leurs potentialités,
avec la volonté de montrer et d'amener notre communauté universitaire à montrer que les transformations induites par le numérique peuvent aussi, pas uniquement, mais aussi favoriser la participation des acteurs, l'interactivité, l'ouverture, la création et la collaboration. Alors cette attention au numérique ne doit pas nous faire oublier que notre université investit aussi massivement dans ses infrastructures et bâtiments physiques. Il y a une raison à ça. Louvain-la-Neuve est une ville jeune, qui se développe bien, en tout cas c'est mon impression, mais bon nombre de ces bâtiments vieillissent mal, conçus qu'ils ont été avant le premier choc pétrolier. Et ça vaut aussi pour d'autres de nos sites. Tout ça nécessite de très gros investissements. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur la période 2010-2016, des projets de grand entretien, de grand aménagement, c'est-à-dire des rénovations lourdes de nos bâtiments ont été réalisés pour près de 100 millions d'euros, ce qui est un montant important à l'échelle de l'UCL. Et pour la période 2017-2022, dans notre programme Masterplan immobilier, ce sont, à ce stade, près de 70 millions supplémentaires qui sont prévus. Ce sont des moyens évidemment très importants, investis dans des tours, dans des plateaux de recherche, du logement étudiant, des auditoires, l'amélioration énergétique, un data center pour le calcul intensif et des services IT, mais aussi pour des équipements de support par exemple. Essentiellement sur fonds propres de l'université, tout ça est relativement mal financé au niveau des pouvoirs publics, on peut le comprendre, mais c'est ainsi. Et notre objectif est de poursuivre cet effort, c'est quelque chose que nous devons à l'université de demain également. Alors, pluraliste, inclusive, ouverte, diverse, ce sont des qualificatifs qui, je pense, sont pleinement appropriés à notre université, avec beaucoup de manifestations. Et une des manifestations de cette diversité, c'est notamment celle du souci d'égalité des chances entre hommes et femmes. Avec cette année-ci encore, pour la deuxième année de suite, se vérifie une quasi-parité dans le recrutement académique. Sur les 661 candidats aux différents postes déclarés vacants, 269 étaient des femmes, et dans le recrutement effectif, il y a quasi-parité. Alors, cette volonté, en tout cas d'augmentation d'attractivité, elle est aussi présente à l'international, et elle se vérifie également puisque bon nombre, un pourcentage très très important, de candidats aux postes académiques ouverts cette année provenaient d'un pays étranger pour in fine représenter environ un tiers de nos académiques effectivement recrutés. C'est un pourcentage qui est en augmentation constante, et qui est dû évidemment à tout sauf au hasard. Il est, je pense, le fruit d'une présence universitaire active, de qualité reconnue, mais dans un terrain de jeu, un périmètre, comme je l'évoquais tout à l'heure, de plus en plus international et en tout cas largement plus ouvert que notre seule localisation domestique. Contrairement à ce que l'on pense souvent, nos concurrents ne sont pas à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ils sont bien plus loin. Et il suffit pour s'en rendre compte de voir l'origine et la destination de la mobilité académique, scientifique, étudiante, de voir où sont localisés les programmes de recherche concurrents des nôtres. Tout ça est au moins au niveau européen. Et cette présence démultipliée exige évidemment que l'UCL adapte sa stratégie par rapport à ça. C'est ce que nous faisons. Et ça requiert certainement pas d'attitude conquérante ou agressive de notre part, bien au contraire. C'est surtout avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec détermination, que notre université s'engage dans cette voie. Et avec le souhait de pouvoir le faire, sinon ça ne marchera pas, avec le plein soutien de sa communauté universitaire. Et on a vu au cours de l'année écoulée combien on a pu bénéficier de ce soutien actif dans les discussions préparatoires au processus de fusion avec Saint-Louis. Ça nous a été extrêmement utile. Et c'est fort de ce soutien, mesdames et messieurs, que je me permets de vous souhaiter un excellent début d'année académique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, beste vrienden, chers amis. Comme le disait Thomas Jefferson, quand l'injustice devient la norme, la résistance devient un devoir. Crise politique, liée à une fédération vouée à faire stagner les dossiers qui nous intéressent. Crise économique, avec un étudiant sur deux qui doit travailler à côté de ses études. Crise du logement, où de plus en plus de locataires sont prêts à sacrifier leur confort pour s'assurer un toit. Crise sociale, avec 7 fois plus d'étudiants inscrits au CPS qu'il y a 15 ans. Crise de l'enseignement, où le financement par étudiant a baissé de 20% en 20 ans. Crise de la crise, où tout va toujours plus mal et où aucune perspective d'avenir réjouissante n'est envisageable. Maar ook in Vlaanderen, waar populisme en extreemrechtse partijen ideeën zich verspreiden en banaliseren. Ernstige conclusie, triste tableau. Nous voilà réunis ce soir, dans ce cadre unique, afin de débuter cette année et célébrer ensemble le numérique. Celui-ci nous offre des possibilités immenses,
mais il n'est pas une phase en soi. Ces bienfaits peuvent en effet bénéficier à une large population, pour autant que cette évolution soit démocratique et éthique. Si nous ne prenons pas le temps de penser cette révolution, nous manquerons une belle utopie et nous succomberons aux sirènes de la modernité aveugle. Les logiciels propriétaires, bien que pratiques et puissants, nous rendent dépendants et excluent les plus pauvres. Ne nous laissons pas éblouir par les éclats effrayants de la voie de la privatisation du savoir et gardons fermement en main les clés de l'accessibilité. L'utopie est à portée de main. L'enseignement, le partage et la connaissance accessibles à tous, gratuitement et durablement. Le libre accès aux ressources et données scientifiques doit être notre objectif commun. Le logiciel libre et les licences libres garantissent cette accessibilité au plus grand nombre. Pour citer Richard Stallman, liberté, égalité, fraternité sont les bases de la philosophie open source, preuve que l'humanisme et l'universalisme sont des notions au cœur de la révolution numérique. Dans le domaine de l'enseignement, l'UCL s'inscrit pleinement dans ses valeurs d'ouverture sur le monde, à la vue des nombreux échanges que notre alma mater entretient avec des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, par exemple. L'accueil et la diversité des étudiants internationaux est une richesse et non une simple ligne budgétaire. Une chose est sûre, continuer sur cette voie est une solution d'avenir autant que de rayonnement. Cependant, face à cette vision de l'internationalisation, empreinte d'échanges, de culture, de pluralité, se dresse celle de la marchandisation croissante, où l'étudiant client est là pour accumuler du capital humain et maximiser son retour sur investissement dans un marché universitaire régulé par les rankings. Cette conception marchande de l'enseignement nous amène à nous demander si l'université doit être le lieu de réflexion sur les finalités de la société ou le moteur d'une économie de la connaissance, comme le fut le processus de Bologne. Ainsi, les études de médecine ne peuvent être soumises à cette marchandisation. L'organisation d'une pénurie de médecins répond à une logique économiciste et non à l'organisation rationnelle d'une société heureuse. Les classements internationaux sont un autre exemple très concret de cette marchandisation. Nos établissements centenaires sont aujourd'hui l'objet d'évaluations portées à partir de critères aussi discutables et arbitraires que le nombre de citations ou de prix Nobel. Soucieuses de grimper dans ces classements, les universités délaissent alors leurs composantes essentielles au profit d'éléments arbitrairement valorisés dans ces rankings. Nous ne pouvons nous réduire à n'avoir qu'un seul modèle universitaire. Et l'université belge ne peut se résoudre à être en compétition perpétuelle pour tenter de rattraper des universités fonctionnant à coups de milliards. Nous devons voir plus loin que les logiques économiques, plus proches d'un idéal humaniste qui pousserait chacun vers le haut. Dépassons ces objectifs quantitatifs simplistes et recentrons-nous sur ce qui importe. Un enseignement public, de qualité, tendant vers la gratuité et accessible au plus grand nombre. Mais l'accessibilité ne se limite pas à une liberté passive. Une inclusion active est nécessaire. Et c'est ainsi que nous entendons notamment la politique de genre de l'UCL. Un long chemin reste à faire. Seulement 14% des professeurs ordinaires sont des femmes, 20% de doyennes. Seulement 2 femmes font partie du conseil rectoral. Et notre université n'a jamais connu de rectrice dans son histoire centenaire. En termes globaux, nous pouvons constater que la parité femmes-hommes est presque respectée à l'échelle de l'université. Ces statistiques peuvent cependant masquer une réalité sociale. Les femmes occupent des postes moins bien payés, moins prestigieux et plus précaires que les hommes. L'université se doit être un lieu d'accueil, d'échange, et non l'entre-soi de quelques privilégiés. Une politique inclusive, active, concerne aussi les personnes en situation de handicap. Ils sont 15 fois moins nombreux à l'université que dans la société. Proportionnellement, ils sont 4 fois plus nombreux à la KU Leuven qu'à l'UCL. Une facilité d'accès formel ne suffit pas à garantir l'égalité face aux études supérieures. En Belgique, l'enseignement, qu'il soit fondamental, secondaire ou supérieur, est inégalitaire. Il n'est pas acceptable que la réussite dépende de facteurs familiaux, économiques et culturels. Faisant face à ces 3 réalités, nous nourrissons l'espoir d'une université vraiment exemplaire.
Exemplaire dans son ouverture au savoir et à la technologie. Exemplaire dans son enseignement, indépendant de classements arbitraires, car il souhaite rêver plus haut. Exemplaire dans sa vision de la société, en portant un projet pour l'avenir, au sein duquel la politique et l'université se mettent au service de l'intérêt général. Exemplaire dans son fonctionnement et dans l'inclusion de toutes ses composantes. Exemplaire enfin dans l'ouverture à l'autre, quel que soit son genre, son identité, sa situation, son origine ou ses convictions. Je conclurai avec les mots de John Pitzer. Le pire sort qu'on puisse infliger à une idée n'est pas de la rendre impossible, mais de faire croire, en la rendant impossible, qu'elle est inconcevable. Je vous remercie. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, l'université que nous espérons pour demain, c'est celle d'un projet collectif qui soit le lieu d'élaboration des savoirs de manière critique, humaniste et respectueuse de la liberté académique, comme le soulignait récemment le collectif dit 2x4 dans une note de gouvernance. Une des forces actuelles de notre université réside en sa capacité à mobiliser les 4 corps qui la composent, corps scientifique, corps technique et administratif, corps académique et corps étudiant, afin de se pencher ensemble sur le projet universitaire que nous portons tous. Par le travail concerté des corps de l'université, 2 mots-clés ont été mis en exergue. L'excellence, mot qui revient sans cesse dans notre environnement, et la diversité. La lecture qu'en fait le corps scientifique, qui participe aux missions de recherche et d'enseignement de l'université, ainsi qu'à la mission de service à la société, se rattache à plusieurs éléments de première importance qu'il importe de préciser. L'excellence est avant tout l'espoir que nourrissent tous les acteurs du monde universitaire. Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer de moyens répondant à cette ambition. C'est tant à notre université qu'au pouvoir public de miser sur ces jeunes chercheurs et de stabiliser leur futur en offrant des contrats pleins et entiers pour des durées adéquates. En effet, la précarité des jeunes chercheurs ne cesse de s'accentuer. Confrontés à la lente réduction du temps alloué pour un post-doctorat ou à la nécessité continue de chercher un financement pour simplement poursuivre leur carrière ou rester dans la course au poste académique, temps qui devrait pourtant être consacré à la recherche, les jeunes chercheurs font face à une incertitude toujours plus pesante quant à leur avenir. Comment atteindre l'excellence quand on ne peut pleinement disposer de son temps de recherche et que l'on est mis sous une pression constante? En réponse, la création de mandats supplémentaires serait bénéfique non seulement au développement de la recherche et à l'excellence de l'université, mais également à son rayonnement au travers des carrières que les jeunes chercheurs pourraient véritablement mener en Belgique. En outre, le doctorat mène à d'autres secteurs que la voie académique, et à ce titre, nous tenons à remercier l'équipe doctorat.be pour le travail qu'elle accomplit afin de mettre en avant les hautes qualifications des chercheurs. La mise en avant constante de l'excellence porte également une ombre, un revers des plus néfastes. L'impératif d'affichage d'excellence s'accompagne en effet de pressions de toutes sortes, allant jusqu'à mettre en péril la santé mentale des chercheurs, avec notamment la course effrénée à la quantité de publications au détriment de la qualité, les burn-out, les abandons de la carrière scientifique, la culpabilité chez ceux qui n'arrivent pas à se conformer à cette excellence. Une excellence de façade est-elle réellement l'excellence à laquelle nous aspirons? La notion ne retrouve son sens qu'au prix d'une plus grande transparence sur ce qui constitue une bonne recherche. Aussi, l'excellence se décline de multiples manières selon les disciplines et il est crucial de garder à l'esprit ses spécificités. Les résultats portés par la recherche, en particulier la recherche financée par des fonds publics, se doivent également d'être accessibles au plus grand nombre. En cette année consacrée au monde numérique, et malgré les effets pervers d'une culture de l'instant où on ne prend plus toujours le temps de lire la réelle information et de l'analyser, nous sommes convaincus de la plus-value du blogging scientifique, de la mise en accès direct d'articles et de livres, tant qu'ils ne constituent pas un danger pour l'intégrité des personnes, de l'évolution même de la publication scientifique vers l'open access.
Les chercheurs peuvent apporter au reste de leur communauté, mais surtout au grand public, les réponses aux défis collectifs de notre temps. Cependant, un plus grand accès aux résultats ou aux données de la recherche nécessite une prise de position claire du monde académique face aux dérives rencontrées dans le secteur de l'édition scientifique et à certaines pratiques abusives. Nous ne pouvons que souhaiter un accompagnement juridique des chercheurs dans leur lien avec les éditeurs scientifiques, afin, entre autres, de les aider à conserver leurs droits de seconde publication. Sur un autre plan, le rapprochement opéré avec l'Université Saint-Louis-Bruxelles place le secteur des sciences humaines sous les feux des projecteurs. Dans un contexte où l'université tend à se scinder en 3 universités de par sa division sectorielle, il nous semble d'autant plus urgent de plaider pour la reconnaissance de la disparité et des besoins spécifiques des secteurs. La distribution des moyens doit s'orienter vers une discussion concertée entre ceux-ci, afin de répondre à ces besoins spécifiques et leur permettre de mener une politique d'envergure. Lors de son discours à la cérémonie des docteurs honoris causa de notre université en début d'année, Sanjay Subramaniam nous rappelait la nécessité de professions qui ne sont pas, entre guillemets, rentables, afin d'essayer de construire des sociétés dans lesquelles les humanités ont un sens et une valeur. Pour atteindre cet objectif d'excellence, l'université se doit également d'être intégrative, en termes de diversité et de rencontre de l'altérité, ce qui nous mène ainsi au second mot-clé évoqué précédemment. Notre sens de la diversité commence par la pleine prise en compte du constat dressé et accepté par tous, l'écart flagrant entre hommes et femmes au sein de la carrière scientifique et académique. Le projet de recherche Garcia montre le basculement entre une population universitaire majoritairement féminine à la base et une population universitaire majoritairement masculine au grade supérieur, avec ce chiffre en 2017 de 16% en moyenne de femmes professeurs ordinaires en Belgique, toutes disciplines confondues. Ce constat doit être dépassé par notre institution, qui a l'opportunité de se transformer en portant une attention toujours plus accrue aux demandes concernant l'articulation des différentes temporalités des carrières, la maternité ou encore la facilitation d'aménagement en cours de carrière. Cette transformation passe également par l'investissement de moyens financiers dans une structure institutionnelle placée sous la responsabilité de la conseillère du recteur à la politique du genre, qui soit en mesure de trouver des solutions. Rappelons enfin que la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est un problème tant d'hommes que de femmes. Nous saluons la mise en place du master en études de genre cette année, qui constitue un pas supplémentaire vers un mouvement que nous souhaitons pérenne. Pour revenir sur la polysémie du terme diversité dans notre contexte, cette diversité se déploie également à travers la mission d'enseignement de l'université. Quelles sont aujourd'hui nos modalités d'approche et notre rapport à l'enseignement ? Nous appelons à l'ouverture d'un chantier autour du métier d'assistant, aux nouvelles techniques qui peuvent soutenir leurs tâches pédagogiques afin de les faire travailler dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais céder les derniers mots à Bell Hooks, qui nous dit « Le monde académique n'est pas le paradis, mais l'apprentissage est un lieu où le paradis peut être créé. La salle de classe, avec toutes ses limites, reste un espace de possibilités. Dans ce domaine de possibilités, nous possédons l'opportunité d'œuvrer pour la liberté, d'exiger de nous-mêmes et de nos camarades une ouverture d'esprit et de cœur qui nous permettent de faire face à la réalité, alors même que nous imaginons collectivement des façons d'avancer au-delà des frontières, de transgresser. C'est cela, l'éducation comme pratique de liberté. C'est cette liberté que je vous souhaite en ce début d'année académique, année que bien entendu, je vous souhaite excellente. Je vous remercie pour votre attention. C'est installé avec bonheur en Wallonie et à Bruxelles que l'université louvaniste de langue romane a poursuivi son développement, résolument tourné vers l'avenir au service de nos régions, de notre pays, de l'Europe et du monde, en excellente entente avec sa sœur de Flandre. Fin de gravure sur la Mars, parce que telle est l'inscription qui figure désormais en latin sur une des masses de l'UCL qui vient d'être portée, comme le veut la tradition depuis le Moyen-Âge, en tête du cortège universitaire.
Cette nouvelle inscription, dont j'ai donné du latin une traduction en temps réel, cette nouvelle inscription figure désormais à côté de celle que le recteur Édouard Massot a fait graver en 1970, lorsque l'UCL et la KU Leuven sont devenues distinctes, et dans laquelle il exprimait son regret de la scission, mais aussi sa détermination avec la vigueur et l'engagement qu'on lui connaît. Ce texte-là est bien sûr maintenu. Il ne peut s'agir de faire table rase du passé. Le Wallenbuiten a constitué une blessure profonde. Mais la crise a aussi offert des opportunités qui ont été saisies et qui ont conduit à un nouvel élan. Permettez-moi, dès lors, mesdames et messieurs, de partager quelques réflexions à partir d'extraits de cette nouvelle inscription désormais gravée sur la masse qui était portée ici à l'entrée du cortège. Arrêtons-nous d'abord sur ces mots. Installé avec bonheur en Wallonie et à Bruxelles, en excellente entente avec sa sœur de Flandre. Notre entente aujourd'hui, avec nos partenaires en Flandre, en particulier l'Université de Gand et la KU Leuven, est particulièrement fructueuse. Que de chemin parcouru en 50 ans. Louvain-la-Neuve est devenu un poumon économique et culturel du Brabant wallon. Le résultat a très largement dépassé les objectifs initiaux. Et le rapprochement progressif avec la KU Leuven constitue une opportunité de développement, comme en témoignent les échanges d'étudiants, de professeurs, les collaborations entre chercheurs, jusqu'à entraîner cette année le jumelage entre les villes de Leuven et d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, et je remercie tout particulièrement les deux bourgmestres pour leur présence ce soir à cette cérémonie. L'UCL est présente à Bruxelles depuis un demi-siècle, depuis 50 ans. Le pôle d'enseignement à Woluwe, à Bruxelles, avec les hautes écoles, représente plus de 10 000 étudiants. Il y a quelques années, notre présence bruxelloise s'est trouvée renforcée avec le développement de la faculté d'architecture. L'UCL est aujourd'hui un des premiers employeurs privés de la capitale, en particulier avec son hôpital universitaire. Bien présente à Bruxelles et dans le Brabant wallon, elle est aussi à Mons, à Charleroi et au cœur de Tournai, comme on a pu le voir sur la petite rétrospective. Et à Namur, bien sûr, où le CHU UCL Namur constitue un acteur majeur dans le domaine de la santé. Elle est vraiment installée avec bonheur en Wallonie et à Bruxelles. La deuxième ligne de force est au service de nos régions, de notre pays. Notre université a une mission de service vis-à-vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également de la région wallonne et de la région bruxelloise. Elle est particulièrement attentive à développer une offre de formation et d'enseignement en réponse aux besoins de la société. Ainsi, nous lancerons cette année des formations en sciences des données, le big data, en action humanitaire internationale, en interprétation en langue des signes, ou encore, ça a été évoqué, avec toutes les universités de la Fédération de Bruxelles, et c'est une grande première, en études de genre. À Mons démarre cette année un diplôme conjoint ingénieur industriel et ingénieur de gestion en collaboration avec la Haute École Louvain en Hainaut. Nous sommes encouragés dans ces développements par l'enquête récente qui montre que plus de 90% de nos diplômés ont un emploi rémunéré quelques mois après leur diplomation. Nous serons également partenaires de 3 des 4 structures collectives d'enseignement supérieur, les SCES, mises en place cette année à l'initiative du ministre Marcourt, à Liège, Namur, Charleroi et Tournai, et qui ont pour mission d'améliorer le taux de diplomation dans les arrondissements qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre diplômée. Notre service à la région Bruxelles-Capitale sera, lui, significativement renforcé par la fusion avec Saint-Louis-Bruxelles. L'année passée, je vous annonçais un projet. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration a eu le plaisir de vous confirmer un accord soutenu massivement, à plus de 90% par nos 2 communautés. Nos 2 universités se sont entendues sur tous les aspects de cette fusion. Des recrutements communs ont commencé, académiques et administratifs,
Nous partageons également des ressources informatiques et de formation. De nouveaux projets se construisent, entre autres pour dessiner une université plus inclusive et pour articuler une aide plus efficace à la réussite. La fusion de nos deux universités se fera sans création ni suppression de programmes et donc sans modification des offres existantes. Elle renforcera le rayonnement international de l'enseignement et de la recherche sans coût supplémentaire, au contraire, au bénéfice de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles par une mise en commun et une utilisation plus efficace des moyens publics. Mesdames, Messieurs, l'année passée, 2 hautes écoles de Bruxelles et du Brabant wallon du réseau officiel fusionnaient, soutenues politiquement et financièrement par les pouvoirs publics. La semaine passée, 3 institutions d'enseignement supérieur annonçaient la création à Charleroi d'un pôle universitaire auquel sont associés certains des acteurs d'enseignement supérieur présents à Charleroi. Une initiative soutenue politiquement et financièrement par les pouvoirs publics. L'UCL et l'Université Saint-Louis-Bruxelles demandent aujourd'hui que la dernière étape nécessaire pour rendre la fusion effective, une approbation politique par le biais d'un décret, intervienne rapidement. J'espère sincèrement que la volonté affirmée massivement par nos communautés universitaires pourra être entendue. Ceci me conduit au 3e passage aussi gravé sur la masse, au service de l'Europe et du monde. L'enjeu de notre université n'est pas seulement régional ou national, il est international et européen. C'est à ce niveau que se situent les défis pour les acteurs de l'enseignement supérieur. C'est aussi en dehors de Belgique que travaille plus d'un diplômé sur 4 parmi nos 140 000 alumni. À l'UCL, un étudiant sur 6 est international, un nouveau professeur sur 3 et un chercheur sur 2. Avoir parmi nos étudiants et membres du personnel des personnes qui viennent d'horizons différents est aussi ce qui assure toute la richesse et la diversité des points de vue qui nous permettent d'innover. C'est ce qui nous permet aussi de cultiver le respect de la différence, ainsi que l'intérêt à découvrir l'autre sans le réduire à des stéréotypes. C'est ce qui peut faire de nous de véritables citoyennes, de citoyens du monde. L'ouverture à l'international est au cœur des projets de notre université depuis sa création. Elle est inscrite dans notre plan stratégique Louvain 2020 et elle sera une des priorités qui guidera nos actions durant la nouvelle année académique. Cette ouverture à l'international passe aussi par les alliances que nous faisons avec des universités à travers le monde. Notre université fait partie de plusieurs réseaux internationaux. Elle a ainsi été invitée à rejoindre le réseau The Guild of European Research Intensive Universities, qui regroupe une vingtaine des plus prestigieuses universités à travers l'Europe, dont les universités de Vienne, Paris Diderot ou Bologne. Au cours des 3 prochaines années, l'UCL assurera la présidence de ce réseau qui représente un demi-million d'étudiants à travers l'Europe et plus de 100 000 chercheurs également à travers l'Europe. Mise en commun au sein de The Guild, la voix des universités européennes porte plus fort pour assurer un financement européen qui soutient la recherche fondamentale et qui ne se bureaucratise pas à l'excès. Pour soutenir aussi le doublement du budget de la recherche proposé il y a quelques mois par le rapport Lamy, commandé par la Commission européenne. C'est maintenant que ces décisions-là se prennent au niveau européen. Ou encore, pour faire en sorte de poursuivre efficacement nos collaborations avec les universités britanniques, quelles que soient les issues de la négociation du Brexit. Il y a là un enjeu majeur avec nos partenaires qui représentent 20% du volume de recherche au niveau européen. Mesdames et messieurs, avec le texte gravé sur cette masse, nous affirmons, l'UCL affirme, notre volonté d'être au service de l'Europe et du monde. Et la situation dans le monde et en Europe est préoccupante. L'université doit y assumer ses responsabilités. Pas moins de 70 des 85 institutions européennes qui existaient il y a 5 siècles et qui existent encore aujourd'hui
pas moins de 70 des 85 qui existaient il y a 5 siècles et qui existent encore aujourd'hui, sont des universités. L'UCL en fait partie. Les universités ont ainsi largement contribué au maillage d'une conscience européenne. L'Europe politique est le fruit d'une utopie de l'immédiat d'après-guerre, celle de paix éternelle. L'éternité, lorsqu'elle se mesure à l'échelle humaine, ne porte que sur quelques décennies. Et l'utopie d'une paix éternelle est aujourd'hui, aux yeux de beaucoup de citoyens européens, déjà devenue réalité. Il importe aujourd'hui de donner pleine vie à toutes les dimensions de l'idéal européen. Démocratie et liberté, droits humains, égalité et état de droit, et solidarité entre les peuples. En cette année du 60e anniversaire des traités de l'homme, du traité de Rome, l'Union européenne connaît la crise la plus profonde de son histoire. L'Europe, bien sûr, est plus forte qu'en 1957, mais les forces qui la minent semblent plus redoutables également. L'avenir de l'Europe sera meilleur si, face à cette crise, les Européens saisissent l'opportunité pour avancer. Et les universités ont un rôle à jouer. Elles doivent mettre leur vision de l'être humain, leur vision de la société et leur savoir à disposition. À sa manière, l'université doit elle aussi être parfois un lanceur d'alerte. Elle doit être présente pour analyser, aider à comprendre, alerter des risques et aider à préparer l'avenir. L'avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. À l'heure de discours qui dénigrent l'apport des sciences, il est essentiel de montrer le rôle que les universités peuvent jouer face aux défis sociétaux actuels, comme les migrations, l'énergie, la mobilité, la sécurité et aussi la montée du populisme. Ensemble, les universités peuvent faire entendre leur voix et leurs préoccupations concernant les menaces qui pèsent sur les institutions de recherche et d'enseignement, ou même parfois sur les personnels ou étudiants. Nous avons tous appris ce week-end avec soulagement que Lou Bureau, journaliste et étudiant à l'IEX, détenu en Turquie pendant près de 2 mois, vient d'être libéré. Hamid Babaï, doctorant de l'Université de Liège, est lui toujours prisonnier d'opinion en Iran depuis près de 4 ans. Ses conditions de détention ont été durcies cet été. Toutes les universités sont construites sur des valeurs au nom desquelles elles agissent comme acteurs sociaux. C'est dans ce cadre que l'UCL a décerné un doctorat honoris causa à Madame Aung San Suu Kyi en 1998 pour soutenir son combat en faveur de la démocratie en Birmanie, comme elle a décerné également en 2012 un docteur honoris causa à Amnesty International qui la soutenait encore à l'époque. C'est au nom de ces mêmes valeurs, à l'heure où le peuple des Rohingyas en Birmanie est victime de violations des droits fondamentaux, que l'UCL tient à redire son entière solidarité à leur égard. L'UCL ne se résout pas au silence de celle qui est honorée du titre de docteur honoris causa de notre université, et elle lui a fait part de ses plus vives préoccupations. Toujours au nom de ces valeurs, les universités peuvent plus facilement agir pour assurer un accès à l'enseignement supérieur aux migrants qui quittent leur pays en temps de crise. Depuis 2 ans, notre université a mis en place un programme tremplin de préparation aux études universitaires. L'objectif est de donner aux réfugiés installés en Belgique qui souhaitent entreprendre ou reprendre des études universitaires de meilleures chances d'entrer dans des programmes réguliers. Les universités ont souvent assuré un rôle aussi de contre-pouvoir envers l'autorité. Durant la Seconde Guerre mondiale, le recteur de l'UCL, Honoré van Weyenberg, refusa de livrer les noms des étudiants à l'occupant, qui recrutait des jeunes pour le travail obligatoire en Allemagne. Il avait alors aussi décidé d'assouplir les règles d'inscription afin d'accueillir à Louvain des étudiants de l'Université libre de Bruxelles qui avaient été contraintes de fermer ses portes. Il ordonna
de recommencer, à leur profit, des leçons dont le cycle était clos. Pour l'ensemble de ces gestes, il est arrêté le 5 juin 1943 et ne rentrera à Louvain qu'un an plus tard. Cette autonomie universitaire, il faut la défendre, car elle est menacée dans de nombreuses régions du monde, mais aussi en Europe ou aux portes de l'Europe, comme en témoigne la situation en Turquie et en Hongrie. Certaines règles ont déjà été assouplies pour accueillir à l'UCL des doctorants qui ne peuvent plus poursuivre leur thèse à cause de la situation politique dans leur pays. En s'associant à l'organisation Scholar at Risk, l'UCL offrira refuge dès cette année académique à des chercheurs injustement menacés par les autorités de leur pays. Mesdames, Messieurs, l'année qui s'ouvre sera dense. Mobilisés par les enjeux européens et mondiaux, nous sommes en même temps plongés dans des projets pour assurer un avenir meilleur pour nos régions et pour notre pays. C'est motivé par ces défis que l'année 2017-2018 sera à Louvain l'année des mondes numériques. Les universités se sont construites sur l'écrit. La transition numérique les amène tout naturellement à se repenser. Le thème des mondes numériques veut toutefois dépasser le cadre de l'université. Il s'agit de susciter le débat ainsi qu'une réflexion critique autour du numérique et de ses enjeux sociétaux. Le numérique transforme le monde, l'économie, les liens sociaux, les loisirs et la culture. Ces transformations peuvent susciter davantage de participation des acteurs d'interactivité, d'ouverture et de collaboration, mais elles peuvent aussi contribuer à désinformer ou favoriser le repli sur soi. Cette année thématique nous permettra de réaffirmer l'ambition de l'UCL d'être une université qui, avec l'aide du numérique, favorise la création, la diffusion et l'acquisition des connaissances. Je vous invite dès maintenant à découvrir ensemble, par vidéo, quelques-uns des événements qui rythmeront cette nouvelle année académique. Pour cette nouvelle année, 35 nouveaux professeurs nous rejoignent. Avec l'ensemble des membres du conseil rectoral, je suis particulièrement heureux de vous présenter les nouveaux professeurs et je les invite à me rejoindre sur scène. J'invite ainsi les professeurs Sergio Altomonte en physique appliquée de l'architecture, Marco Dreves en phénoménologie des astroparticules, Geert Kerkhoffs en génie biomécanique, Suzanne Kiefer en information et communication, Oriane Lamine en droit social, Frédéric Laugrand en anthropologie, Christophe Lazzaro en droit et société, Melissa Page en biochimie métabolique animale, Benoît Pardoun en ingénierie géotechnique, Emmanuel Piccoli en études du développement,
Muriel Quinet en agroécosystème, Étienne Rivière en Large Scale and Cloud Computing, Sophie Tunus en management des établissements et services de soins de santé, Martin Wagner en analyse des politiques sociales, Jean-Pierre Colson en traductologie, Edmond Sterpin en physique médicale et Gilles Vanuscor en logopédie. Au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, nous accueillons également les professeurs Johanna de Carvalho, Jean-Philippe Defour, Riem Eltari, Sophie Goy, Denis Hers, Catherine Hubert, Adrien Seuzeux, Michel Tungutz, Marc Van den Eyden et Alexia Verhoeken. Au sein du CHU UCL-Namur, nous accueillons également les professeurs Asma Belhaj, Daniel Tedine Huang et Sarah Le Cire. Nous accueillons également 5 nouveaux chercheurs permanents du FNRS dont les recherches portent sur des domaines variés, jugez-en vous-même. Géraldine Laloux, prédation dans le monde bactérien, Frédéric Crèvecoeur, contrôle robuste du mouvement, Alexandre Eren, dynamique des interactions dans un état d'anxiété, Amandine Évrard, rôle du microbiote dans l'obésité, et Sébastien Moureau, sciences occultes et alchimie au Moyen-Âge. Sont par ailleurs nommés chargés de cours ou professeurs en reconnaissance de leur investissement dans l'enseignement, mesdames et messieurs, Pierre Collard, Bernard Cols, Vincent Kaufmann, Nicolas Lambert, Cécile Méry, Valérie Mees, Nadia Sinagagla, Sabine Storder, Jean Tilmany, Geoffrey Van Moeseke, Pascal Van Uenendaal et Bénédicte Vissier. Alors, je vais vous les présenter. Voilà, si le micro me suit, voilà, formidable. Et je vous rassure tout de suite, ils ne vont pas tous faire un petit mot. On leur a demandé 2 représentants. Où est-ce que je les retrouve? Où sont-ils? Ils sont là. Ben oui, mais ils doivent venir en bas alors. Hein. Voilà. Alors, Christophe Lazaro, c'est au nom de vos collègues et des nouveaux professeurs. Peut-être pouvez-vous dire quelques mots à cette université, à l'Assemblée qui est représentative de l'université que vous rejoignez. Quel est votre sentiment des défis auxquels on va devoir faire face à l'UCL et peut-être plus largement dans le monde des universités dans les années à venir? Votre avis là-dessus? Il est d'usage de vous dire merci, monsieur le recteur, avec une question comme ça. Écoutez, le plus grand défi que je vois, c'est à l'ère de la post-vérité, à l'ère des tweets trumpesques, on va les appeler comme ça, à l'ère de l'algorithmisation de la vie et de l'automatisation du quotidien. Eh bien, je pense qu'en tant qu'enseignant, il est urgent de réaiguiser son esprit critique ainsi que celui des étudiants. Et bien sûr, vous me direz, c'est une rengaine classique, la question de l'exigence critique dans le monde académique. Ça existe sans doute depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité et les premières académies. Mais il y a une véritable urgence à l'heure actuelle de savoir en quoi consisterait cette critique, sur quoi pourrait-elle porter, quelles sont les prises qu'elle pourrait avoir sur un réel évanescent, un réel automatisé, digitalisé, un réel saturé de flux d'informations et de technologies. Merci beaucoup. Voilà un discours bien convaincant. Alors, on verra si vos étudiants vous applaudissent à votre premier cours aussi. Hein. Donc, en tout cas, ici, cette prestation aussi est applaudie. So, Professor Geert Kerkhoffs, perhaps I'm not sure you got all what has just been said, but so I may perhaps ask the same question. So, what do you see, what do you foresee as the main challenges that are facing our community or university community, and perhaps more generally university at large? Thank you, Mr. Richter. Sorry for not speaking in French. I understood most of what my colleague has said. It was very entertaining. So my main challenge that I see is actually also a large opportunity for the UCL. So amongst others, because of the merger, UCL is growing a lot and is actually broadening its portfolio, going from life sciences, human sciences, science and technology, etc. And I have been trained actually in an interdisciplinary setting, which for more than 15 years now
actually has not been really accepted. I come from the KU Leuven and it has not been accepted as an entity itself. So I see a lot of challenges actually in trying to get interdisciplinary research and interdisciplinary education as a accepted field also within university. Getting the funding agencies actually on one line in which terms are actually defined by interdisciplinary research, and trying to convince that this broad portfolio is actually a plus compared to several other universities. Alors, très chers collègues, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de la communauté de l'UCL. La rigueur et l'excellence animent vos recherches, mais aussi le sens des valeurs et de la responsabilité. Et c'est entouré avec vous et en formant le vœu que ces valeurs portent notre institution durant l'année qui vient, que j'ai le grand plaisir de déclarer ouverte l'année académique 2017-2018. Merci à tous pour votre présence.